journal de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. La Côte d'Ivoire rapatrie ses ressortissants du Soudan, où l'armée et groupes paramilitaires s'affrontent violemment. Ce vendredi, ils sont 45 à avoir regagné la Côte d'Ivoire. Un programme d'évacuation d'urgence conduit par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le Forum international de l'économie sociale et solidaire se déroule à Dakar, capitale du Sénégal, autour du thème « La transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires ». Ce sont des échanges entre élus et dirigeants du monde entier pour promouvoir une économie centrée sur l'humain et le respect de l'environnement. Et nous ouvrons aussi ce dossier « Quand le travail devient une souffrance », le dossier Vidici de ce vendredi qui met à nu les risques psychosociaux des travailleurs engendrés par des conditions d'emploi et des facteurs organisationnels et relationnels. Un dossier à suivre. Bienvenue dans ce 23h. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est arrivé hier à Londres. Tiemoko Mélié-Koné représentera le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie de couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Parker Bowles en tant que roi et reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Une cérémonie qui se tiendra demain, samedi 6 mai 2023. Actualité en Côte d'Ivoire, les sénateurs font une immersion dans l'univers des grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire. Le premier site ciblé est celui de la Côtière dans le Bas-Sassandra. Autre point d'inspection dans la région, ce sont le port de San Pedro et l'université de San Pedro. Une mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques selon les prérogatives de l'organe constitutionnel. Les images sont rapportées par Mahama Traoré. Route de Dabou, carrefour de Jacquesville. Une délégation de sénateurs s'apprête à visiter cet axe routier construit en 1991 et baptisé la Côtière. Seulement quelques minutes après, ils sont rejoints par le président de la Chambre haute du Parlement, Janoua Oussou-Kouadio. La mission du jour porte sur l'état d'exécution du chantier de la Côtière. Le directeur général de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, explique aux parlementaires qu'il s'agit d'une distance de 350 km partant d'Abidjan à San Pedro, ajoutée à 52 km de voirie pour les principales villes traversées. Le chantier coûte plus de 303 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Cette présentation suscite une séance de questions-réponses entre les sénateurs et le ministre de tutelle. On a plusieurs entreprises. Est-ce que vous êtes satisfait de la réalisation des travaux de cette entreprise? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Si oui, que fait le gouvernement? Sinon, tant mieux. Non, normalement, honnêtement, ça se passe bien. Annoncé par le président de l'institution en ouverture de session le 13 avril dernier, le Sénat de Côte d'Ivoire concrétise ainsi sa volonté d'apporter une nouvelle touche à sa mission de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Il est désormais question de sortir de l'hémicycle pour aller au contact des réalités du terrain. Les sénateurs se sont préoccupés surtout de la durée de vie de cette route. J'ai tenu à les rassurer pour dire que sur l'ancienne route, l'épaisseur de bitume était de 3 cm, mais sur la route actuelle, l'épaisseur de bitume finale sera de 18 cm. Donc si vous faites un ratio, vous voyez à peu près ce qui a été mis pour que cette route soit donc durable. Nous sommes régulièrement à l'hémicycle, nous interrogeons les ministres, posons des questions, mais nous sommes dans la théorie. Et là, nous passons à la phase pratique pour venir constater les visus. Nous entendons jouer notre rôle, c'est pour cela que nous sommes sur les chantiers. Les sénateurs vont partir, ils vont établir un rapport. Nous allons confier ce rapport, transmettre ce rapport au gouvernement pour dire voici ce que nous avons constaté et qu'on peut mieux faire, on peut arranger les choses, on peut améliorer, on peut approfondir, on peut agrandir pour le bonheur de tous les Ivoiriens. La mission de contrôle des sénateurs ne s'arrêtera pas au carrefour de Jacquesville. Elle se poursuit jusqu'à San Pedro avec des escales prévues dans les localités traversées par la Côtière. Une fois à San Pedro, la délégation compte également visiter d'autres édifices comme la nouvelle université et le port de San Pedro. Voilà donc une mission pour toucher du doigt les progrès sociaux et économiques réalisés en Côte d'Ivoire.
Le Sénat, en plus de contrôler l'action gouvernementale, examine aussi les projets de loi. C'est ainsi que la loi instituant le service civique a été modifiée après le quitus de la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat. Les sénateurs ont approuvé la réduction de l'âge d'éligibilité aux différents programmes à 14 ans. La suppression de l'âge plafond et désormais un certificat de participation au service civique sera délivré à tous les participants. Les enjeux de cette révision sont rapportés dans cet élément de Kader Sogodogo. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, en plein exposé des motifs devant les sénateurs. Le chef de l'État veut modifier la loi instituant le service civique. L'âge, l'ouverture à d'autres nationalités sont à noter. Le service civique ne concernait que les jeunes qui avaient entre 18 et 35 ans. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre des adolescents de 14 ans et de ne plus avoir de limites concernant l'âge. Ensuite, la Côte d'Ivoire a signé beaucoup de partenariats à l'international et dans le cadre de cette coopération, nous sommes amenés à accueillir des jeunes étrangers qui feront leur programme de volontariat dans notre pays. Des jeunes Ivoiriens iront aussi à l'étranger pour des périodes allant de 6 mois à 9 mois pour faire les programmes de volontariat. Donc nous avons modifié la loi qui nous permet d'accueillir des jeunes étrangers dans le cadre du programme de volontariat et qui permet aussi de faire partie de nos jeunes à l'étranger. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont validé le projet de loi. La possibilité de rendre le service civique obligatoire est renforcée. Le certificat de participation au service civique est en vigueur, tout comme le certificat de position militaire exigé au concours de la fonction publique. Le financement des jeunes, les sénateurs voulaient en savoir davantage. 2023 a été déclarée année de la jeunesse par le président de la République. À bientôt 6 mois de la fin de 2023, les choses se précisent et avancent bien. La Côte d'Ivoire reçoit ses ressortissants venus du Soudan. Ils ont été 45 à être accueillis ce jour par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. C'est un retour volontaire au pays en raison de la dégradation de la situation sécuritaire au Soudan. Angela Diallo et Michel Tigré. 45 Ivoiriens sortis des feux des combats du Soudan regagnent le pays. Ils ont été rapatriés grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Depuis le 15 avril dernier, les populations soudanaises sont apeurées du fait des affrontements qui font rage entre l'armée et les paramilitaires. Ces tensions qui ont déjà causé plus de 700 morts ont poussé des millions de personnes, dont des Ivoiriens, à fuir le pays. On remercie Madame la ministre Kanya Kamara, on remercie le président Alassane Ouattara aussi. Alhamdulillah, on est bien rentré dans notre pays. Il y a eu des attaques simultanées automatiquement dans tous les coins stratégiques du pays. Donc vraiment, tout le monde était inquiet. On a entendu que le président vraiment se soucie de nous, le gouvernement ivoirien se soucie de nous. On a eu de l'espoir pour dire que vraiment, quelle qu'en soit l'issue de cette guerre-là, nous allons rentrer au pays sain et sauf. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé le soutien du gouvernement ivoirien face au désarroi de ses compatriotes. Après les 1530 Ivoiriens rapatriés volontaires de la Tunisie, après les 92 Ivoiriens ramenés du Niger, aujourd'hui nous accueillons 45 de nos compatriotes. Pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la vie des Ivoiriens prime surtout. Pendant 3 jours, ils seront pris en charge à l'Institut national de la jeunesse et des sports afin d'être enregistrés pour faciliter leur réinsertion. Autre actualité sur le continent, le Forum international de l'économie sociale et solidaire se déroule à Dakar, capitale du Sénégal. C'est un événement qui vise à mettre en commun les pratiques dans le but de réduire les inégalités sur le continent et partout dans le monde. L'Organisation des Nations Unies met ainsi à contribution les coopératives, associations et mutuelles qui travaillent à redistribuer les richesses au plus grand nombre. Suivons ce point rapporté par nos envoyés spéciaux à Dakar, Didier Nguessan et Jamasso. L'économie sociale et solidaire, ESS. Cette économie vient d'être renforcée par une résolution des Nations Unies. À ce forum mondial de Dakar, il est question de susciter l'engagement politique des États.
Participant au panel des ministres, Miss Belmondogo, en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a présenté le modèle ivoirien, notamment avec les associations de valorisation du crédit communautaire, AVEC, qui ont représenté en 2022 9 milliards de francs CFA. L'AVEC est un élément important qui va nous permettre de mieux développer l'ECS en Côte d'Ivoire. Mais l'ECS, ce n'est pas que l'AVEC, vous avez des coopératives, des associations. L'ECS, c'est le secteur tertiaire, c'est l'agriculture, c'est la pisciculture. C'est tous les secteurs de la vie. Et pour nous, c'est l'économie des possibles. L'ECS, c'est l'économie qui place l'homme au centre de l'action, au début et à la fin. Au Sénégal, une loi d'orientation régit le cadre réglementaire de l'économie sociale et solidaire et un ministère y est même dédié. La résolution encourage notamment les institutions financières ainsi que les banques de développement à participer aux efforts des États membres pour réaliser les objectifs de développement durable au moyen d'instruments et de mécanismes financiers existants ou nouveaux, adaptés à tous les stades du développement. Nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. Le Forum de Dakar est le premier qu'accueille l'Afrique et la 6e édition après Bilbao. En Côte d'Ivoire, les institutions internationales soutiennent les ambitions de développement social et économique du gouvernement. Pour preuve, l'Union européenne vient de s'accorder avec les autorités ivoiriennes sur 3 conventions de financement et 24 milliards de francs CFA sont mis à disposition pour soutenir les initiatives dans le secteur des énergies vertes, le secteur privé, mais aussi la société civile. Le développement dans cet élément de Lansine Bakayoko. Dans le domaine des énergies vertes, la convention vise à appuyer les efforts du gouvernement en matière de promotion des renouvelables et d'efficacité énergétique. En ce qui concerne le secteur privé, il s'agit d'améliorer l'employabilité des jeunes, notamment dans les initiatives numériques. Quant au monde associatif, les capacités organisationnelles vont être renforcées, le tout pour un montant cumulé de 24 milliards de francs CFA. Avec ce paquet, l'Union européenne en Côte d'Ivoire continue à être, nous pensons, un partenaire privilégié. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la cellule de coopération Union européenne Côte d'Ivoire qui a vraiment abattu un travail énorme pour finaliser ces conventions de financement et avec qui la collaboration est excellente. Ces 3 conventions de financement portent à 8 le nombre de conventions signées dans le cadre du programme indicatif pluriannuel 2021-2027, correspondant à une contribution totale de l'Union européenne évalué à 53,8 milliards de francs CFA en direction de la Côte d'Ivoire. Dans les cibles visées par la coopération de l'Union européenne, il y a effectivement tous les acteurs, y compris maintenant les jeunes, qui sont des acteurs importants pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Précision importante, tous ces programmes qui font l'objet de financement sont alignés sur le plan national de développement et ses objectifs stratégiques. Et toujours sur le développement social, parlons du renforcement de l'accès des populations à l'eau potable dans la commune d'Abobo. Précisément, l'agence coréenne de coopération internationale a fait don de 5000 branchements sociaux aux populations par un accord de don signé ce jour, un don d'une valeur de 4,2 milliards de francs CFA, signé selon ce rapport de Grace Kando. Cette signature de convention entre l'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet d'extension du réseau d'adduction d'eau et de branchements sociaux financé par la République de Corée dans la commune d'Abobo. D'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA, ce projet concerne 5000 branchements sociaux. Ce projet ne consiste pas seulement à approvisionner en eau potable aux vulnérables, mais aussi à renforcer les capacités des parties prenantes. Le gouvernement coréen va essayer de d'étendre ce projet pour qu'il puisse avoir une 4e, 5e, 6e phase. Là où le branchement ordinaire coûte 167 000 francs, grâce aux dons de la République de Corée, ce branchement va coûter à nos compatriotes, à ces 5000 foyers, seulement 10 000 francs CFA. Ils vont également renforcer
les capacités des agents du secteur. Nous allons envoyer des agents en Corée pour une formation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les travaux seront réalisés par la SODECI et la maîtrise d'œuvre du projet sera assurée par l'Office national de l'eau potable. Pour rappel, les communes de Koumassi et de Yopougon ont déjà bénéficié de ce projet. Dans la ville de Bouaké, 155 nouveaux sergents des forces armées ont achevé leur formation à l'École nationale des sous-officiers d'active. De diverses nationalités, ils constituent la 32e promotion du genre de l'ENSEA et sont baptisés du nom du colonel-major Jean-Hubert Ouassena. Le reportage de Léon Brou. Ces 155 sous-officiers d'active de la promotion 2021-2023, dont 26 femmes, relevées de la garde du drapeau de l'ENSOA, désormais confiées à leurs cadets. L'acte signe la fin de sa formation, donc la sortie de la 32e promotion de l'ENSOA pour intégrer les armées ivoiriennes et celles de 7 autres pays africains. Le commandant école peut assurer les hiérarchies militaires respectives des états d'accueil de ses désormais ex-élèves de l'aptitude de ceux-ci à encadrer et conduire les troupes avec honneur et professionnalisme acquis de 18 mois de formation. Ces 18 mois passés dans cette école auront été révélateurs de la rigueur du régime école, antichambre des contraintes du mode de vie du militaire. Sachez cependant qu'une nouvelle porte s'ouvre devant vous, celle de la réalité du terrain, empreinte d'incertitudes et de nombreux défis. Marque aussi cette sortie de l'ENSOA, la nomination puis la remise des insignes du grade de sergent aux 155 nouveaux sous-officiers et le baptême de la 32e promotion parrainé par M. Tiotio Soro, directeur général de la CIR, du nom du colonel-major Jean-Hubert Ouassena, 2 modèles de serviteurs de la patrie. Il vous suffira donc de garder comme modèle, comme référence, en toutes circonstances, tout au long de votre carrière, Monsieur le colonel-major à la retraite, Jean-Hubert Ouassena, personnalité éponyme de votre promotion. Ancien de cette école, plus précisément de la 5e promotion qui, à force de travail, est parvenu au sommet de la catégorie des officiers supérieurs de notre armée. Et de M. Tiotio Soro, dont le parcours est un enseignement pour tous ceux qui ambitionnent de réussir leur parcours professionnel. Ces attentes comme des consignes, toujours selon le chef d'état-major général des armées, au regard de l'urgence sécuritaire nationale et sous-régionale. Une urgence dont les 155 nouveaux sergents prennent la mesure par le serment militaire et le défilé, somme toutes des vertus qui fondent la conduite militaire. Et pour la sécurité des biens et personnes, un 5e commissariat de police est ouvert dans la ville de Daloa pour le renforcement de la sécurité dans cette ville. C'est une initiative du conseil municipal. L'inauguration de ce 5e arrondissement de la ville de Daloa est rapportée par Walter Amadou Ouattara. Ce nouveau commissariat est l'œuvre du conseil municipal de Daloa. Il a investi près de 70 millions de francs CFA afin de contribuer au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous savons tous que la sécurité est un enjeu majeur pour notre commune et notre pays. Lutter contre toute forme de criminalité. Voilà la vision qui sous-tend le projet. Car gouverner, c'est prévoir. Le ministre Mamadou Touré, cadre de la région du Haut-Sassandra, salue l'initiative. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des cadres, féliciter le maire Béli Stéphane qui, par son dynamisme, démultiplie les initiatives afin d'offrir aux populations des infrastructures. L'activité est importante parce que Daloa, à l'instar de toutes les villes de notre pays, doit faire face aux défis sécuritaires. Le commissariat qui est offert aujourd'hui dans le quartier d'Abattoir permettra à vos éléments donc d'assurer au mieux les missions que vous lui avez confiées. Je voudrais profiter aussi de votre tribune pour féliciter l'ensemble de vos collaborateurs. Et si nous sommes dans une ville apaisée, c'est parce que vos collaborateurs font du bon boulot et je voulais qu'on les applaudisse tous ici. Amidou Sanogo, commissaire de police de 2e classe, issu de la promotion 2017-2019, va assurer le bon fonctionnement du 5e arrondissement de Daloa. Il est présenté aux populations de la cité des Antilopes par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé.
Le ministre exhorte les leaders communautaires à une franche collaboration avec la police nationale dans son ensemble. Jouez votre partition, cette partition positive que chacun de nous attend de vous. Parce que bientôt, nous avons des challenges importants qui nous attendent. Les élections locales vont être lancées. Vous verrez dans ce commissariat, dans ce quartier, une cinquantaine de policiers avec à leur tête le commissaire que je viens de vous présenter. Et ces hommes sont des enfants de parents que vous êtes. Je vous invite à les accompagner dans leur mission. En retour, l'État, à travers eux, vous garantira la sécurité à laquelle chacun de nous a droit. Chers jeunes, je vous confie le commissaire Sanogo Amidou et ses hommes. Situé au quartier abattoir de la ville de Daloa, le commissariat de police du 5e arrondissement est bâti sur une superficie de 4800 mètres carrés. Avec 5 commissariats dans cette ville, les défis sécuritaires sont donc sous contrôle à Daloa, tout comme la Covid-19 qui ne représente plus une urgence sanitaire, selon une déclaration de l'OMS ce vendredi, ouvrant la voie à la fin d'une pandémie qui a fait au moins 20 millions de morts dans le monde et fortement perturbé l'économie mondiale. Nous passons au dossier de ce journal qui porte ce soir sur les risques psychosociaux des travailleurs quand le travail devient une souffrance. C'est le sujet du dossier Vie d'ici que propose ce soir Jean-Marc Djadji. On regarde. Séjour ouvrable dans le district d'Abidjan, la capitale économique. Un peu partout dans les 10 communes de cette subdivision administrative, chacun selon son corps de métier se met en activité. Le seul leitmotiv, avoir un revenu afin de subvenir aux besoins de la famille. Cette course effrénée vers le gain implique souvent un engagement intense dans le travail, d'où une possibilité de risque. Quelque part dans un café, Jessica fait une pause après quelques heures de travail. Elle écume les plateaux de télévision et de radio depuis 9 années comme chroniqueuse, présentatrice. Cette jeune trentenaire et influenceuse revendique plus de 500 000 followers sur les réseaux sociaux. Le mercredi 29 mars 2023, il y a plus d'un mois, elle interpellait et révélait à ses fans son mal-être, le burn-out ou l'épuisement professionnel. 6 mois d'attente ont suffi pour sa remise en forme. Cette expérience malheureuse, Jess s'en souvient. Et j'aime mon travail, quoi. C'est-à-dire que moi, je fais de l'écriture, donc je vais écrire mon émission, je vais tourner, je vais être au montage, vraiment tout. Je fais du 360. Je pouvais plus. Un matin, je me suis réveillée, je pouvais plus. Je devais aller tourner, j'étais en larmes. J'étais arrivée à un point où le générique de mon émission, je pouvais plus l'entendre. Je l'assumais pas, en fait. Je me disais, mais tu as pas le droit d'être fatiguée, tu as pas le droit, tu as... Le réalisateur, il m'a regardé, il m'a dit, on arrête. Je dis, quoi? On arrête? Je dois encore produire, je sais pas moi, il me reste peut-être 5 ou 6 émissions à mettre en boîte. Si je les finis pas, je serai pas payée. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu es sûre que tu n'es pas en train de faire un burn-out? Je dis non, parce que c'est moi je suis forte, moi je suis résiliente, moi je pousse, moi franchement, je pousse jusqu'à dans mes derniers retranchements. Mais non, mais je suis pas une machine, quoi. Dans la commune de Cocody, une autre victime de l'épuisement professionnel a souhaité témoigner, mais dans l'anonymat. Salarié, il a même frôlé le suicide. Dans la profession, nous avons des heures de travail qui vont au-delà des 8 heures par jour. Il peut arriver qu'on fasse facilement 10-12 heures de travail par jour. Donc c'est comme si mon rythme de vie était en fait dicté par mes performances. Je me suis réveillé en sursaut à 3 heures du matin. J'ai pris mon ordinateur pour travailler et je me suis rendu compte que le mail que je voulais envoyer, je l'avais envoyé le matin de la veille. La situation s'est dégradée. Alors que pendant ces 3 mois-là, elle faisait des rapports pour dire que mes performances baissent et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Et c'est allé jusqu'au stade où j'ai reçu une demande d'explication. État de fatigue intense, grande détresse, performance réduite au travail, nos 2 victimes du burn-out, à l'instar d'autres, n'ont eu leur salut que grâce à un suivi médical. La surcharge du travail, les tensions entre collègues et les disparités en entreprise sont, entre autres, les causes du burn-out selon la médecine du travail. Cette prise en charge, elle se fera de façon
pluridisciplinaire, je dirais. Donc, ça peut faire intervenir, par exemple, un psychiatre pour la mise sous traitement. Ça pourra faire, par exemple, intervenir un psychologue pour un accompagnement psychologique. Ça ferait également intervenir le médecin du travail, surtout dans une deuxième phase, c'est-à-dire la phase de retour à l'emploi. Le retour au travail du patient ne se fait pas du jour au lendemain. Il doit être préparé en collaboration avec le psychologue. Le traitement de l'épuisement professionnel repose aussi sur des séances de relaxation et souvent d'entretien. Sur la prise en charge, donc, on peut faire des thérapies centrées sur la schémathérapie, par exemple. Donc, ces thérapies postulent que les troubles sont consécutifs à des systèmes de pensée erronés, à des croyances qui ne sont pas justes. Par exemple, de dire que je suis mon travail, alors que le travail, c'est ce que je fais. Et qui je suis, c'est vraiment à part. Si je suis mon travail, si mon travail va mal, c'est moi qui vais mal. Alors que je suis une personne qui doit être différente du travail et donc de ce que je fais. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un adulte sur 4 fera un burn-out au cours de sa vie. Un rapport qui interpelle les fêtières des travailleurs en Côte d'Ivoire, dont la centrale syndicale Humanisme. Le travail nous permet d'être différents de l'animal en ce que le travail des aliens. Or, dans un tel contexte, vous êtes aliéné par le travail et donc vous devenez un esclave du travail. Or, le travail doit pouvoir conduire à la liberté. À la direction de la santé et de la sécurité au travail, structure sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on s'active pour l'application de la législation sur la santé des travailleurs dans le pays. Nos données de consultation montrent une augmentation d'environ 10% sur ces 3 dernières années. Dans le souci de rapprocher les prestations de santé et de sécurité au travail des populations, depuis l'année dernière, en 2022, il a été créé donc 3 directions régionales. Notre direction se déplace également sur le terrain pour faire des contrôles en entreprise, donc pour non seulement faire des contrôles, mais également sensibiliser. La nouvelle classification internationale des maladies, CIM-11 de l'OMS, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ne classe pas le burn-out parmi les maladies professionnelles, mais le définit comme un phénomène lié au travail. Mais le Code ivoirien du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. Et voilà un dossier sur le burn-out qui interpelle tous les travailleurs sur les risques psychomoteurs rencontrés dans toute activité professionnelle. C'est un dossier que vous pouvez revoir sur www.rti.info. Nous passons à l'actualité politique avec une journée en hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à Dadiékro, près de Mbayakro. La consolidation de la paix dans l'Ifou et le soutien au développement sont les modules de cette célébration en l'honneur du président de la République. Le point de Boubacar Silla, commenté par Kader Sogodogo. Dans le département de Mbayakro, Dadiékro fait maintenant partie de nombreux villages électrifiés de la région du Ifou. Une action rendue possible grâce à d'importants programmes engagés par le chef de l'État avec la mise en place du PRONEUR, Programme national d'électrification rurale qui vise à électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire avant fin 2025. Après la connexion de leur localité au réseau électrique national en janvier dernier, les populations de Dadiékro, sous-préfecture de Kondossou, marquent une journée pour exprimer leur reconnaissance au président de la République. Si l'être humain apprenait à être reconnaissant, le monde se porterait mieux. Dadiékro veut être reconnaissant à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le chef de l'État. Je remercie le président Alassane Ouattara parce que c'est grâce à lui aujourd'hui mon village est électrifié. Le secrétaire national du RHDP, chargé de l'Institut politique, Louis Kwaku Abonois, parrain de cette cérémonie, exhorte les populations à accompagner le chef de l'État dans sa mission de développement du pays en prônant la paix et l'unité. Nos parents constatent que le président, lorsqu'il dit quelque chose, il réalise ce qu'il a dit. Et nous qui sommes ses lieutenants, notre tâche au quotidien, c'est de sillonner les quartiers, les villages, les campements
de faire en sorte que ce beau pays du Fouet-Boigny connaisse le développement avec son digne successeur, qui est le président Alassane Ouattara. Cette journée d'hommage a pris fin par la visite du nouveau bâtiment équipé de l'école primaire du village. Et 15 mois après la restructuration du RHDP, le directoire du parti au pouvoir présente un premier bilan dans un point presse organisé ce jour et rapporté ce soir par Éric Corré. Face aux journalistes, Gilbert Kafana Koné, président du directoire de cette formation politique, a noté tous les avancées liées à la nouvelle version du RHDP, à savoir la création de 350 départements politiques avec un fichier du RHDP qui reflète la réalité du terrain. Avant la restructuration en 2022, il y avait quelques soubresauts dans nos bases, il y avait des plaintes ici et là. Mais depuis bientôt quelques mois, ces plaintes ont baissé d'intensité, voire même ont cessé. Un effectif des militants de base qui est de 432 623 militants, auxquels on ajoute 282 453 militants enrôlés à travers la plateforme e-militant. Des résultats satisfaisants selon le président du directoire qui annonce la solidité du RHDP prêt pour les futures élections locales. Le RHDP prépare donc dans la plus grande sérénité les élections locales qui arrivent. C'est le bilan très largement positif du président de notre parti, son Excellence Alassane Ouattara, à la tête de l'État. Un avis partagé par les cadres du parti. Un chef a une vision, mais cette vision est appliquée par des militants disciplinés sur le terrain. Les candidats qui ont été choisis par le RHDP sont tous des candidats de valeur. Je voudrais vous rappeler que le RHDP a été le seul et le premier parti à initier des élections locales en interne. Le RHDP, un parti qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes une de ses priorités, a ajouté Gilbert Koné Kafana. Notre parti a pour objectif de renforcer notre position de parti dominant. Nous allons continuer à travailler avec détermination aux côtés du président de la République, président de notre parti, à maintenir notre pays sur la trajectoire de paix, de cohésion et de progrès social partagé. Le président du directoire du parti a en outre invité les militants et cadres du RHDP à soutenir les candidats choisis par le président du parti afin d'assurer la victoire du RHDP aux futures élections locales. Dans un autre cadre politique, dans la ville de Daoukro, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, s'est entretenu avec les prétendants de son parti aux élections municipales et régionales de cette année. Le président Henri Konan Bédié a lancé au cours de cette rencontre un appel à cultiver l'union au sein du parti, mais aussi à travailler de concert pour assurer un très bon score aux échéances électorales à venir pour le compte du PDCI RDA, selon ce reportage de Herman Yamia. Ils étaient tous là, au grand complet, les différents prétendants au parrainage du PDCI RDA pour les élections municipales et régionales à venir. Ils répondaient ainsi à une convocation du président du parti, Henri Konan Bédié, qui tenait à échanger avec eux avant la publication officielle de la liste des candidats retenus pour participer aux élections du 2 septembre prochain sous la bannière du PDCI RDA. Occasion pour le coordonnateur général de gestion et de suivi des élections au PDCI RDA de donner le résultat des travaux qu'il a conduits pour le choix des candidats. Ces travaux ont porté sur 395 demandes de parrainage. Dans ces 395, on peut mentionner 332 pour les communales, pour les régionales, 63 candidats. Concernant les candidats proposés par les commissions, on peut dénombrer pour les municipales 163 candidats retenus, pour les régionales 27 candidats retenus. C'est donc un commando de 190 candidats, dont 163 pour les élections municipales et 27 pour les régionales, qui iront défendre les couleurs du PDCI RDA.
Le coordonnateur régional de Daoukro 1, à qui il est revenu la responsabilité de commencer la série des allocutions, a plaidé pour une union forte de tous les militants du PDCI autour des candidats qui seront retenus. Quant au président du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, dans son discours d'orientation, a félicité le comité de gestion et de suivi des élections pour le travail considérable qu'il a abattu, avant de préciser que les résultats qui sortiront des élections locales auront un impact considérable sur la prochaine élection présidentielle. Nous sommes appelés à faire des choix qui engagent l'avenir du parti et de la nation. Je suis heureux et fier de constater votre engouement pour le renouvellement des responsables du développement local. S'adressant aux futurs candidats, Henri Konan Bédié les a invités à concilier leur antagonisme à un esprit fédérateur. Vous devez à présent vous considérer comme des partenaires plutôt que comme des adversaires. La sélection interne vise à stimuler l'émulation. Le président du PDCI RDA a indiqué que les candidats têtes de liste signeront un engagement au respect des valeurs du PDCI pendant leur mandature. L'actualité hors de nos frontières au Mali, la junte au pouvoir a annoncé ce vendredi dans un décret lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement la tenue le 18 juin prochain du référendum sur une nouvelle constitution, un vote initialement prévu le 19 mars dernier, mais qui a été repoussé. Ce référendum est la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultation et de réforme que les colonels eux-mêmes ont communiqué et qui doit aboutir à des élections présidentielles en février 2024. Cela en vue d'un retour des civils aux affaires. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.